Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review sur l'épisode 8 de la partie 3 de cette nouvelle saison de Bleach qui adapte le dernier arc du manga, la guerre sanglante millénaire. Un épisode 8 qui va donc se concentrer sur le combat entre Mayuri Kurosuchi, capitaine de la 2ème division, et Pernida Park-Jas, membre de la Schutzwaffe, la garde royale de Yuaba. Et c'est un combat qui aura fait couler beaucoup d'encre puisque dans cette première partie, nous voyons l'apparition de la véritable forme de Pernida Park-Jas, à savoir... Bon, je sais que dit comme ça va sembler ridicule, mais d'une main géante avec un œil et deux pupilles, qui tire des flèches avec des arcs d'énergie. Bref, et cette main géante donc qui tire des flèches a été réalisée en CGI par le studio Pierrot, et ça a évidemment fait couler beaucoup d'encre parce que énormément de personnes, en tant que spectateurs, sont réfractaires à la CGI parce que ça nous sort de l'immersion. C'est une technique d'animation qui ne s'intègre pour la plupart, pas très bien au style de dessin traditionnel 2D des animés, et cet épisode n'a pas échappé à la règle, et c'est vrai que moi-même, donc pour aborder ce sujet directement, je n'ai pas trouvé cette CGI des plus réussies. Je trouve que cette série-là, parmi les trois cours, on nous a habitués à une meilleure CGI. Je pense notamment au Bankai de Komamura, bref, le capitaine de la 7ème division, c'est le grand chien, le grand loup, et son Bankai à lui fait apparaître donc un géant armé d'un sabre, et en l'occurrence ils avaient utilisé de la CGI pour faire le nouveau visuel de ce Bankai là, et moi je l'avais trouvé très bien, il avait un côté assez glauque, assez malaisant, et voilà, donc ça m'avait pas choqué outre mesure. Pareil, certains pouvoirs pour réaliser les textures sont pareils en 3D, je pense notamment au squelette du général Genryusai Yamamoto. Lors de son Bankai, il peut invoquer les morts qu'il a lui-même tués avec ses flammes, et ça avait fait des squelettes, et ces squelettes-là étaient en CGI. Et pareil, ça m'avait pas choqué outre mesure à ce moment-là. La texture calcinée du squelette était plutôt bien faite, et puis c'est pas la même chose que de modéliser une main entre guillemets humaine, mais je veux dire avec une physionomie qui ressemble à une main humaine. Et là, forcément, en plus c'est une main, donc c'est déjà assez absurde, c'est très compliqué à concevoir comment cette chose arrive à bouger. Et rajouter à ça déjà ce côté un peu très what the fuck de cet adversaire là, tu rajoutes à la CGI et effectivement le rendu n'est pas... Voilà, il y a un peu ce côté vallée dérangeante, et déjà que l'élément en lui-même peut sortir un peu du récit, la technologie en elle-même peut sortir de l'animation, donc c'est vraiment un passage assez compliqué à animer, je peux comprendre qu'ils aient fait plusieurs choix et que ça rebute un peu. Moi ça m'a un peu rebuté sur certains plans, pas sur tous. Et à certains plans, je trouve que ça allait bien, ils se sont bien tirés. Il y a quelques transitions dessins CGI qu'ils ont assez bien gérées. Mais voilà, on sent qu'ils ont fait des économies dessus. Mais compte tenu, franchement, des classes de maîtres d'animation qui nous ont fait les épisodes précédents et qu'on peut avoir dans les épisodes suivants, personnellement, je reste en confiance sur cette proposition-là. D'autant que, entre guillemets, le pire va arriver avec l'épisode d'après ou l'épisode suivant. Quoi qu'il en soit, c'était mon avis sur cette technologie. Voilà, personnellement, je n'ai pas d'opposition à utiliser de la CGI, à utiliser des éléments 3D, parce qu'en l'occurrence là c'est un élément 3D qui est utilisé, à partir du moment où c'est bien fait. De toute façon, les effets spéciaux et les dessins de manière générale, tant qu'il y a une certaine cohérence et que ça ne te sort pas de l'immersion, que ça reste cohérent entre eux, ça va. Et des bons effets spéciaux, bon là c'est pas le cas, mais c'est avant tout des effets spéciaux que tu n'arrives pas à déceler. Quand tu n'arrives pas à te dire est-ce que c'est de l'animation 2D, est-ce que c'est de l'animation 3D, à partir de ce moment-là où tu te poses la question, où tu n'arrives pas à voir si c'est l'une ou l'autre des styles d'animation, c'est que l'effet spécial est bien fait parce qu'il arrive parfaitement à s'intégrer au style d'animation global et est parfaitement cohérent avec le reste. Et ça fonctionne pareil pour les films en live action. Quand tu n'arrives pas à te dire est-ce que c'est de l'animatronique ou est-ce que c'est un fond vert ou un effet spécial, si tu n'arrives pas à te dire lequel a été utilisé, c'est que l'effet spécial est bien fait puisqu'il arrive parfaitement à s'intégrer au reste du film. Donc là en l'occurrence, je n'ai pas de problème avec la main en 3D, mais je trouve qu'elle n'a pas été suffisamment bien faite et que ça sort à certains plans de l'épisode, mais globalement ça ne m'a pas dérangé, puisque l'épisode en lui-même suit parfaitement le manga, et là c'était l'un des épisodes les plus vanilla entre guillemets de cette partie 3, puisqu'il y a très peu de différence avec le reste du manga tout simplement. Donc tout ce que je peux dire c'est de juger donc de lui-même le combat entre Mayuri et Pernida, et moi le combat je l'avais bien aimé, mais je l'aime bien en manga parce qu'il pousse vraiment Mayuri dans ses derniers retranchements, puisqu'en l'occurrence il avait perdu face à Uryu, il avait complètement massacré Jazel Aporo, le 8ème à Ranka. Il est arrivé, il l'avait complètement massacré sur place. Pareil pour Giselle, il avait tous les éléments pour la contrer, ou le contrer, et donc là ça fait du bien de le voir en difficulté. Voilà qu'il est obligé de sortir son Bankai, un Bankai lui tout aussi glauque et malaisant, avec cet énorme Bouddha bébé
qui accouche d'un autre bébé qui est lui jaune fluo avec des nerfs, 70 000 couches de nerfs pour contrer l'adversaire. C'est un style, hein, c'est vraiment quelque chose de très différent et ça va pas être terminé, hein, ce style de combat ou de technique. On est vraiment sur voilà, une des techniques les plus assez dégueu de Bleach. Mais bon, moi j'adore le personnage de Mayuri Kosuchi, évidemment il a ce côté savant fou, il a un peu ce côté inspecteur gadget avec le fait qu'il puisse étirer ses bras avec des grappins, le fait qu'il peut se recoudre lui-même, qu'il ait des accessoires sur lui, bref c'est pareil, un style de combat que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le côté je suis pas très fort, je suis pas très rapide, mais je suis très malin et grâce aux inventions que je fais, j'arrive à me débrouiller quand même. Rajoutant à cela évidemment son Bankai assez atypique, ça en fait voilà un combattant que j'admire, non, mais que j'affectionne tout particulièrement. Et en plus de ça, il a vraiment ce côté Batman, dans le sens où Batman, il trouve toujours les parades à ses adversaires du moment qu'il a le temps de les étudier. Et là, ce qui est intéressant dans ce combat, c'est qu'évidemment, on a la main droite du main d'esprit. J'espère que c'est la main droite ou la main gauche, je sais plus. Ukitake, il a laquelle? Bref, la main, on va dire la main. La main des esprits, du roi des esprits donc. Et étant donné qu'il ne l'a jamais vu, forcément Mayuri ne pouvait pas se prémunir contre les techniques de cette main-là, du roi des esprits. C'est ce qui rend donc ce combat intéressant, c'est qu'il ne sait pas vraiment à quoi il a affaire. Il en apprend plus sur lui au cours du combat, mais comme on va le voir dans l'épisode prochain, il n'est pas au bout de ses surprises. Donc voilà, tout ça pour dire que le combat, j'ai pas grand chose à dire en lui-même, si ce n'est que c'est vrai que dans l'exécution, ça passe beaucoup mieux en format manga, en format papier. Je trouve que Mayuri parle beaucoup trop. Il est là pour expliquer ses états d'esprit, ses observations, comment, voilà, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à la découverte de cette main gauche. Et forcément, ça prend beaucoup de place dans le combat. Beaucoup d'emphase sont mis sur ses dialogues, sur ses monologues, et c'est vrai que c'est un peu lourd. On aimerait que ça soit un peu plus fluide et qu'il se concentre surtout sur ses observations de la main droite pour qu'il explique aux spectateurs comment cette main droite fonctionne. Non, c'est la main gauche. Je vais dire main gauche jusqu'à la fin. Donc sur comment cette main gauche fonctionne. Et voilà, c'est ce qui rend la chose intéressante. Quoi qu'il en soit, pour le reste, comme je l'ai dit, il n'y a pas énormément de différence. On voit que l'île Barreau surveille Uryu et qu'il est toujours sur la défensive avec l'assaut des Shinigami. Donc de ce point de vue-là, ça bouge pas. On voit aussi que les Quincy Renegats se sont partagés des cibles pour leur revanche, pour leur vengeance envers Yugram et Yuaba. Donc c'est bien d'avoir ces quelques échanges là en plus, puisqu'on les avait pas dans le manga, donc tout rajout est bon à prendre de ce côté-là. Et enfin, là quelque chose d'intéressant, c'est que Mayuri dit qu'il n'avait jamais vu cette main gauche, mais grâce au flashback qu'on a eu dans les cours précédents, on sait maintenant comment Yuaba a obtenu ou comment la main gauche s'est rangée du côté des Quincy. C'est parce que Ichibei a utilisé cette main gauche pour sceller The Amalty de Yuaba, donc les yeux bizarres qu'il a avec ses différentes pupilles avant qu'il absorbe le roi des esprits. C'est ce qui a scellé le fait que Yuaba ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs pendant 1000 ans. Pendant 900 ans, il va récupérer son pouls, en 90 ans, il va recouvrer ses esprits, et 9 ans, il va recouvrer ses pouvoirs. C'est notamment pour ça qu'il arrive à venir à bout de la Division 0. Donc ça c'est une bonne chose, puisque maintenant cette main gauche, on sait d'où elle vient, on sait pourquoi elle est du côté des Quincy, et peut-être qu'on aura d'autres informations sur les autres membres du Roi des Esprits, donc là membre du corps, puisque bon, mini spoil, mais il y a d'autres membres du Roi des Quincy qui se baladent, puisque bon, il y a une main droite qui est venue prendre les boyaux d'Ukitake, et il y a une main gauche qui est du côté des Quincy. Ça laisse supposer que bon, il y a d'autres membres qui se baladent un peu partout, et j'ai hâte d'avoir les explications et plus d'informations au sujet de ces membres-là. Donc de ce point de vue-là, je ne peux que faire confiance au studio Pierrot pour les derniers épisodes, et vu que j'ai pas grand-chose à dire sur cet épisode-là en particulier, donc c'est un épisode que j'ai bien aimé puisqu'il suit le manga, et hormis évidemment le sujet de la CGI, globalement il n'y a que des petits ajouts cool que j'ai apprécié voir dans cet épisode-là. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode-là, et donc on a fait plus de la moitié de ce cours 3, donc il reste plus que 6 épisodes, on est à l'épisode 8, donc ouais, il nous reste 5 en fait, il reste 5 épisodes. Jusqu'où ils vont aller. Donc là, spoiler pour ceux qui n'auraient pas lu le manga, je pense qu'on va avoir droit au combat de Kyoraku contre le sniper russe. Déjà ça c'est sûr, puisque dans l'opening on voit Kyoraku l'affronter, donc ça je pense que c'est un combat qu'on aura dans son entièreté. Pareil pour celui de Mayuri Kosuchi et de la main gauche, puisque bon, dans l'opening on voit Nemu intervenir, ce qui n'est pas encore arrivé, donc vous vous doutez bien que le combat n'est pas terminé. Donc je pense qu'on aura ces deux combats là, et je pense qu'on va finir sur le flashback entre Yugram et Basby. Comme on le voit dans cet épisode-là, Basby va confronter Yugram, et c'est à cette confrontation-là qu'on va avoir le flashback concernant ces deux Quincy-là, et plus globalement des Quincy qui préparent l'invasion du Seireitei, donc leur revanche contre les Quincy. Donc ça c'est un gros flashback qui sera intéressant
de voir, et je pense que c'est avec ce flashback là que le cours 3 va se terminer, puisque ça va permettre de faire une nette coupure avec le cours 4, puisque finir sur 2 combats, coupure, reprendre les 2 prochains combats, puisque la Schutzwaffel ils sont 4, ça fait un peu brut de décoffrage, ça fait un peu, bon bah, il y avait tel nombre d'épisodes, on a coupé là et puis c'est tout. Là ici, il y a un véritable plus-value de storyboard et de storytelling de couper à cette flashback là, puisque ça permettra de donner beaucoup d'informations, beaucoup de révélations également, et finir sur des nouvelles informations, des nouveautés qui permettront de... Voilà, c'est un terreau fertile à créer un cliffhanger ou des événements importants qu'on n'aurait pas pu avoir sur des combats qui sont déjà canons et qui sont déjà écrits de A à Z sur le manga. Donc non seulement ça permet d'avoir un plus grand espace de liberté, parce qu'il y a des ajouts qui peuvent donc être faits, et en plus de ça, ça permettrait d'avoir une fin bien plus douce et bien plus fluide avec le cours 4, donc le dernier cours. Donc c'est sur ce flashback, je pense qu'ils vont finir cette partie 3, et donc à l'issue de cette partie 3, il ne va plus rester que 2,5 tomes environ pour toute la partie 4. Si on se contente du manga à l'heure qu'il est, en adaptant stricto sensu ce qu'il y a à l'intérieur de ces pages-là, en 6 épisodes maximum c'est fini. Oui je sais, vous allez me dire, pardon, comment déjà, mais en 6 épisodes techniquement c'est fini. Donc il y aurait largement de quoi faire pour ajouter encore plus de révélations et d'explications, et surtout il y a des personnages qui méritent de briller, qui n'ont absolument rien fait ou qui ont été humiliés, qui peuvent avoir leur heure de gloire, et ça forcément je l'attends avec impatience. Mais bon, on verra ça dans les prochaines semaines, on n'y est pas encore puisque faut d'abord qu'on finisse le cours 3. Pour l'instant ce cours 3, malgré c'était le cafouillage de CGI qu'on a eu, le petit cafouillage encore, c'est un épisode tout à fait convenable. Sur ce, moi les amis, je vous dis à la prochaine pour d'autres reviews de Bleach, portez-vous bien,